Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez tous, hein, c'est la vidéo de l'année, c'est le top de mes lectures de 2024. C'est une vidéo que j'adore faire parce que ça me permet de me replonger dans mes lectures, de me redire à chaque fois, chaque année, putain j'ai de plus en plus de mal à trouver des très bonnes lectures, donc ça me fait un peu paniquer mais en même temps je relativise, c'est important. Je m'excuse pour deux choses, ma voix qui fait des trucs comme ça, ouais, je suis malade, je m'en excuse. Et le deuxième point, c'est peut-être la luminosité et tout ça, c'est hyper compliqué de filmer là où je suis actuellement. Voilà, faut que je trouve mes marques. Plus tard, ça sera amélioré avec un vrai point pour filmer et tout. Mais là, c'est Noël, c'est la fête, c'est les boules de Noël à facettes. Donc j'étais un peu obligée de vous mettre en avant le sapin, même si la vidéo de la semaine de mercredi était d'une qualité dégueulasse. Mais je m'en excuse, mais vous écouterez mes paroles. Vous ne jugerez pas trop ce visage. Les lectures que je vais vous présenter, quand j'ai cherché ce qui était vraiment des coups de cœur, il y en a peut-être la moitié qui sont des coups de cœur, de ce que je peux considérer comme des livres qui m'ont vraiment emporté de bout à bout. J'ai pris des livres dans lesquels je me suis vraiment investie, que j'ai adoré. Mais pour illuminer les étoiles dans mon regard, ça a été un peu plus compliqué cette année, surtout parce que je pense que j'ai fait pas forcément des très bons choix en termes de sélection. J'ai voulu tester beaucoup de choses, voilà, j'aime bien me challenger. Donc qui dit test dit forcément parfois un petit peu déception. Je vous en parlerai peut-être un peu brièvement dans le bilan de la semaine prochaine où je vous parlerai un petit peu plus de mes challenges de lecture, est-ce que j'ai répondu à ce que je voulais faire en termes de lecture, voilà, et voir un petit peu mon rapport à cette lecture en 2024, parce que voilà, c'est toujours intéressant, je pense, de faire un petit bilan. Même moi, c'est des vidéos que je regarde une fois l'année pour me dire, ok, l'année dernière, t'étais dans quel état d'esprit? Cette année, j'ai pas mal lu, je vous en parlerai, ça fait longtemps que j'ai pas autant lu, mais j'ai lu pas mal de séries qui s'étendent sur plusieurs tomes. J'ai commencé quelques petites séries et j'ai switché de cette liste des livres que je vous ai déjà présentés l'année dernière, par exemple The Burning God, donc le 3e tome de La Guerre du Pavot en anglais. Je vais pas vous le présenter là, parce que même si je l'ai lu en 2024, je vous avais déjà parlé du fait que La Guerre du Pavot avait été une excellente lecture en 2023. Et avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que pendant ces fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à soutenir les indépendants de l'imaginaire, à soutenir les maisons d'édition indépendantes, notamment les 3 Nornes, où vous pouvez vous procurer les livres à offrir pour Noël. Vous soutenez un système qui produit en France, qui ne travaille pas avec Amazon et qui imprime sur papier recyclé et renouvelé. Je vous mets le petit lien en barre d'infos. Et pour ceux qui veulent passer commande, n'hésitez pas à pas passer commande à la dernière minute. Voilà, les envois à Noël, c'est toujours un peu long. Jusqu'au 20 décembre, on est bien. Après le 20 décembre, on peut être dans des périodes assez touchy en termes d'envoi, parce que la poste fait toujours un peu n'importe quoi. La première lecture que j'ai à vous présenter, elle est un peu englobée de circonstances, si je peux me permettre. Je l'ai lu en langue originale, ce qui a grand intérêt, je pense, dans ce type d'ouvrage, dans le sens que ce texte parle de traduction. Je ne l'ai pas acheté en français parce que je ne soutiens absolument pas la maison d'édition qui fait la traduction, voilà. Et surtout, c'est un texte... J'ai vu quelques petites choses qui ne me plaisaient pas, notamment il y avait des petits problèmes de rythme, une fin précipitée, mais j'ai adoré l'univers et j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est Babel de R.F. Kuang. Vous allez dire, R.F. Kuang, elle en est amoureuse là, si ça continue. J'aime tout ce que j'ai lu d'R.F. Kuang pour l'instant, c'est une autrice que j'adore et dans Babel, j'ai pas été déçue par le côté un peu Dark Academia pour plusieurs choses. Parce qu'en fait, ce bouquin, il m'a convaincu par la sincérité des personnages, il m'a convaincu par le cadre historique qui est une sorte d'uchronie, il m'a convaincu par son world building, et il m'a convaincu parce qu'en fait, ça touche des questions qui me plaisent à moi, mais je comprends bien que c'est un texte qui est assez lent et qui est plus de la fantaisie non épique qu'autre chose. C'est vraiment de la fantaisie universitaire. Babel, c'est un texte qui parle de traduction. Ça parle du colonialisme, ça parle du poids des mots, et une traduction, c'est toujours une vision du traducteur, et j'avais pas du tout envie d'être biaisée. Je voulais avoir la parole même de R.F. Kuang par ce voyage qui est de la fantaisie initiatique universitaire, qui parle de l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans le Canton en Chine, qui voit sa mère mourir à cause d'une épidémie. Il y a un lord anglais qui vient frapper à sa porte, qui lui annonce qu'il connaissait sa mère et qui lui propose de venir en Angleterre, là où il sera nourri, logé et où il aura une vraie éducation. Le gamin va pas chercher à pinailler 20 ans parce que malheureusement, il y a l'épidémie, il y a la faim. Il vit vraiment dans une partie de la Chine qui à l'époque est en très grande souffrance. Et donc il part pour l'Angleterre avec cet homme qui va s'avérer beaucoup plus proche qu'il le pense de lui, et il va subir une formation. J'ai bien dit subir parce que ce jeune homme va devoir renoncer à son nom, renoncer à ses origines, tout en devant travailler le mandarin, sa langue, parce que le chinois en fait est hyper important dans cet univers-ci. Les Chinois ont décidé de ne pas exporter leur langue, de ne pas
que les Anglais manipulent leur langue pour des soucis qui sont liés à la politique et à la guerre, parce qu'ils ont très peur que ça se retourne contre eux et qu'une sorte de magie pourrait être mise en avant face à eux. Faut dire que le système magique est assez particulier, ça parle de mots, de barres, voilà, d'un système où les mots et la magie ont un poids et les manipuler fait que vous devenez extrêmement dangereux. Et donc cet enfant va devenir une clé essentielle à l'Angleterre parce que les petits enfants chinois oublient assez facilement leur langue quand ils viennent vivre en Angleterre. Et donc il doit entretenir ceci tout en devenant un petit Anglais, lui qui a vécu en Chine depuis l'enfance, et il doit renoncer à son héritage, à sa mère, à tout. Et donc c'est un texte qui parle du colonialisme, qui va parler du racisme, parce que ce jeune garçon va rentrer à Oxford, va devenir une force importante de ce système de magie, et surtout va se confronter à d'autres Anglais qui ne vont pas l'accepter, alors que lui va faire partie d'un groupe d'autres enfants qui viennent de l'immigration. C'est un texte qui se passe en 1836 à Oxford, et donc tout ce système universitaire va démontrer comment les universitaires ont toujours un peu manipulé leur petit monde, notamment par le biais des mots, parce que les mots c'est essentiel, c'est le savoir, c'est la culture, et surtout le destin du personnage au-delà de ses années de formation va être bouleversé du moment qu'il va rencontrer le garçon qui l'a précédé et qui a été chassé. C'est pas un texte que je trouve parfait, notamment il y a des grosses longueurs, hein, c'est vraiment un récit qui met en avant les années de formation, le travail sur les mots et tout. C'est pas du tout une fantaisie épique à l'américaine, c'est vraiment une fantaisie posée, assez universitaire, assez intéressante parce qu'on réfléchit avec le personnage sur les significations et ce genre de choses, mais aussi c'est un texte qui, je trouve, a un intérêt sur nous en tant qu'Européens, notre passé. Et ce qui se passe actuellement aussi, c'est avec les phénomènes d'assimilation, par exemple en France, et je trouve ça intéressant de l'avoir de ce point de vue-là, avec un récit qui va se finir en épique, avec ce côté très explosif à la fin, et moi j'ai d'autant plus été convaincue parce que j'ai eu la chance d'aller à Oxford, et je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers de cette ville dans ceci, voilà, avec cette grande tour qui est fictive, mais qui imposante, et ses mystères, parce que c'est un récit qui est pas tant un récit épique, à part sa fin qui est assez précipitée, mais c'est un livre qui est très tourné sur les complots, les trahisons, les relations entre les personnages, voilà, parce que il va lier des amitiés, donc comme c'est un récit initiatique, ça ne parle pas que de ça, ça parle aussi de la vie de ce garçon, et c'est ce qui fait que le garçon, il est d'autant plus touchant, parce qu'on est à travers ses yeux, et on ressent toute l'injustice qu'il ressent, et c'est tellement horrible de certaines manières, parce que c'est même pas forcément la violence physique, là, c'est la violence psychologique de ces gamins qui sont arrachés. On parle aussi de la situation en Chine à l'époque, j'ai appris plein de choses, et Rêve Kwang voilà, est quand même assez concernée par la question. De toute manière, tous les textes que vous lirez d'elle vont forcément parler de colonialisme, de racisme, voilà, c'est des textes qui sont assez engagés. C'est un texte qui est aussi beaucoup plus, je trouve, accessible que La Guerre du Pavot, facile à lire en anglais, mine de rien, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait grande difficulté, et surtout c'est beaucoup moins violent, donc voilà, à mettre dans des mains qui pourraient même être de la young adulte, parce que comme le personnage ont grandi à travers ses yeux, c'est un univers qui est violent de bien des manières, mais qui peut être tout à fait accessible à un lectorat de 15 ans par exemple, qui s'accroche un petit peu à l'imaginaire. Et je pense que si vous aimez les récits d'université, si vous aimez les enquêtes d'une certaine manière, parce qu'il y a des phénomènes qui se passent, par exemple il y a le phénomène de Doppelganger dans le texte que j'ai bien aimé, et cette magie, ce système qui est très bien construit, mais qui est lent en fait, et qui en soi est pas forcément très appliqué, c'est toujours très extérieur. Nous on est dans cette ville, on est vraiment protégé avec ces étudiants qui ont cette vie un peu parfaite d'une certaine manière, et les conséquences que ça a sur le monde, et il y a quelques plot twists qui sont très sympas, mais je vous conseille Babel pour ça, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez profiter de la lecture, lisez-le en anglais, pour soutenir, déjà éviter de soutenir l'autre, mais surtout je pense que vous allez passer, même si la traduction avait l'air d'être bien, c'est un texte qui a son importance sur chaque mot, les mots sont choisis avec précision, donc voilà, ça serait dommage de passer à côté. Alors là, je peux vous dire que j'ai eu une sorte de coup de cœur, parce que ce texte, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout parce que j'ai lu le tome 1, que j'avais bien apprécié, et que j'ai un rapport avec l'auteur un peu compliqué, parce que son précédent texte que j'avais lu de lui m'a amené beaucoup de haine, que j'ai des choses à remettre en cause chez lui, notamment la place des femmes dans le récit. Voilà, c'est un peu... C'est pas toujours très simple. Et quand j'ai commencé le tome 2 de Roi des Mondes de Jaja, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. J'ai pleuré dès le tome 1, j'ai pleuré dans le tome 2, et je pense que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai été aussi choquée des révélations, mais du genre, j'étais en mode
Vraiment, j'étais très très investie. Mais quand je vous dis que j'étais très investie, c'est que je parlais toute seule à mon livre, on aurait dit une vieille folle, où j'étais en mode, mais c'est pas possible, Bello, qu'est-ce que tu me fais? Donc, c'est la suite directe de Roi des Mondes, mais ça se passe quelques années après Roi des Mondes. Alors, Roi des Mondes, c'est de la fantaisie celtique très fouillée, hein. Jaworski, on voit qu'il aime ça, donc forcément, ça peut passer ou pas passer selon les lecteurs. Moi, j'aime bien la fantaisie fouillée historique. On suit Belovez et Ségovez qui sont deux frères à la vie un peu particulière parce que leur père a trahi le roi en place d'une certaine manière. Ils vivent comme des sortes d'otages vis-à-vis de leur oncle et ils sont envoyés en guerre très jeunes. Mais Bello, il va être blessé. Il est même pas mort d'une certaine manière et il va être conduit dans une île un peu magique où il y a des femmes qui vont lui sauver la vie, mais ça a un coût. Ce coût est le fait qu'il doit prêter serment à plusieurs conditions. Et c'est important parce que dans la deuxième partie, le serment va être très mis en avant. En fait, je pense que j'ai adoré ce texte pour plein de choses. Déjà, parce qu'il y a des personnages féminins dans ce texte-ci et qu'ils sont un minimum pertinents. Même s'ils sont assez clichés sur certaines choses, je trouve qu'au moins là, il y a une place pour les femmes parce que chez Jaworski, parfois tu les cherches et les portraits sont catastrophiques. Mais je pense que ce qui m'a plu, c'est l'investissement émotionnel dans le texte. Dans ce tome 2, on est dans une scène de banquet au début. C'est quasiment 10 ans après, un Bello est devenu adulte. Je suis obligée de vous spoiler la fin de Même pas mort, mais il est même pas mort, donc vous vous doutez bien qu'il est pas mort. Voilà, et il a fait sa vie, on sait qu'il est marié, on sait que sa femme a pas apprécié un truc et qu'a menacé de le tuer. Il est en conflit donc avec son beau-père, et dans cette scène de banquet, qui est très longue, où on raconte plein des moments de faits historiques, donc ça c'est un peu long à la lecture, j'étais en mode, j'ai un super début, mais... c'est long. Il y a une scène voilà, il y a une fin de tome 1 qui est hyper épique avec des dieux, avec des scènes de sacrifice où voilà, il y a des mecs qui meurent au combat et je suis en mode non. Voilà, j'étais investie, j'étais avec Bello, voilà, la scène de fin du tome 1 quand il se venge et tout, moi j'étais à fond dedans. Mais c'est vrai que le tome 1, tu le commences et c'est une sorte de lettre que Belovez écrit à son frère. Et en fait, on apprend que Ségovez, voilà, ça va pas se terminer très bien pour lui. Et je peux vous dire que si vous avez des frères ou des sœurs dans votre vie, ça risque de remuer beaucoup de choses. Parce que même si là, ils ont un rapport un peu conflictuel parfois, moi, j'ai chialé ma mère. J'en pouvais plus, j'ai été conquise par la fin, mais un tome 1 où j'étais en mode c'est longué. Donc j'entame le tome 2 en me disant putain, ça va être longué, mais en même temps, la fin du tome 1 est tellement... est tellement épique que je suis en mode ok, là il y a une scène et tout, on rencontre des nouveaux personnages et en fait ce texte-ci est construit en puzzle, donc on nous a placé les éléments dans la première partie et dans la deuxième partie on commence à nous répondre, donc avec l'introduction de nouveaux personnages, notamment on a la mère de Belovez qu'on n'avait jamais vraiment croisée auparavant, donc la relation avec son frère, les trahisons, le devoir, et Belovez en fait c'est un personnage qui me fascine parce que j'ai l'impression qu'il prend toujours les mauvaises décisions. C'est-à-dire que le mec, il est aléatoire. Il est aléatoire tout le temps. Et c'est quelqu'un que j'adore, mais parfois je me dis, mais quel con. C'est vraiment, mais quel con d'avoir fait ça. Et là, dans le tome 2, vous allez avoir une réponse. Et moi, j'étais en mode... what the fuck. Mais j'en parle toujours comme ça, mais vraiment, j'étais sur le cul. Bello, il a fait ça. J'étais choquée. Et donc, en plus, c'est vraiment la question qui m'intéressait et ça change beaucoup de choses au récit. Et ça promet un tome 3, je suis pas sûre que je vais m'en sortir psychologiquement. En fait, c'est vraiment la recherche historique, la construction, les révélations. Là, c'est vraiment des tomes à révélations et ça fait longtemps que j'ai pas eu des révélations aussi intéressante, aussi palpitante, et surtout que j'avais pas vu venir. Voilà, vraiment là, je l'avais pas vu venir de nulle part, et ça fait plaisir d'être surprise par un texte, d'autant plus qu'il y a de l'action, et que Belovez, d'un vrai personnage qui a du caractère, parce qu'en fait, le mec, il va jamais satisfaire, toi, tes envies de lecteur, c'est qui prend ses décisions, et t'es en mode, putain, ça va encore nous foutre dans la merde, tout ça, mais... voilà, j'ai une fascination pour les cultures celtiques, mais malgré une partie 1 où c'était très longué, quand on se remet dedans et quand on aime en fait tout ce qui est épique, tout ce qui est complot, scandale et tout, c'était formidable, franchement, c'était formidable. Deuxième partie de ce tome 2, non mais moi je m'en suis pas remise. Et ce qui est drôle, c'est que Arnaud Cazel, qui est mon auteur chez les Trois Normes de Nous regrettons la mort, c'est un grand fan de Jaworski, et il m'avait dit... tu vas voir, continue Même pas mort, tu vas être surprise. Et bah oui,
Et bah oui, alors bien que je dois dire que les portraits de personnages féminins sont assez clichés et parfois sexistes, au moins ils existent et que là ici il y a quand même un bon ratio de personnages, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement déchirantes, c'est un texte, ça te massacre le cœur dans tous les sens, et t'as Bello qui est comme ça, j'ai pris encore une mauvaise décision, et je suis en mode... Ouais, ça promet. Mais je suis aussi fascinée par la façon dont Jaworski aborde la question des dieux, par exemple, dans le texte. Moi, j'aime beaucoup comment il le fait. Et ce côté très... c'est pas monstrueux, mais très fascinant des dieux celtiques. Et en même temps, dans le côté fantastique, parce qu'ils font un peu peur, vraiment, quand ils interviennent. Et bah, j'ai super hâte de lire le tome 3. Un autre ouvrage que j'ai adoré, alors là, c'est vraiment été dans mes tops, je pense, de lecture de l'année, c'est Serviteur des Enfers de Aliette de Bodard, donc que je devrais mettre quand même à l'endroit, un minimum. Aliette de Bodard, vous en avez sûrement entendu parler, parce que c'est une autrice qui a été assez importante en imaginaire, qui est une autrice française, mais qui écrit exclusivement en anglais, et qui a écrit pas mal de sagas dans des genres très différents. Et donc Serviteur des Enfers, c'est sa saga aztèque, qui est une trilogie, je crois, mais dont les tomes sont indépendants. Vous suivez, alors je vais pas me prendre la peine de prononcer les noms des personnages parce que mon aztèque est vraiment très rouillé, mais on est en 1480 dans la capitale de Mexico, qui s'appelait pas Mexico à l'époque. On suit un jeune homme qui a mon âge, à peu près une trentaine d'années, qui est une sorte de prêtre de la mort. Lui, il est là pour s'occuper des cadavres, il est là pour faire les sacrifices, les rituels et ce genre de choses. Et c'est une destinée, c'est ce qu'il voulait faire, et il a même renoncé à devenir une sorte de jaguar, qui sont les guerriers de son peuple, contre la vie de ses parents. Il est un peu vu comme une honte. Et il fait sa vie avec des conflits avec son frère, voilà, il est assez en marge de la société quand même, le gars. Et un jour, une femme va frapper à la porte de son temple et lui dire que une prêtresse très importante, une des prêtresses qui aurait dû rejoindre la couche de l'empereur, du roi, bref, du mec qui dirige cette cité, a disparu. Mais a disparu dans des conditions un peu particulières. Elle aurait été attaquée par une espèce de fantôme de jaguar extrêmement agressif. Et malheureusement pour le personnage principal, la première personne qui est accusée, c'est son frérot, un jaguar qui, lui, pour le coup, a trompé sa femme avec cette prêtresse, donc qui est déjà punissable de mort. Donc lui, son frère, même s'ils s'entendent pas bien, va tout faire pour essayer de le sauver. Donc c'est un peu une sorte de policier aztèque, où dans celui-ci, c'est le portrait de cette femme qui va disparaître, et est-ce qu'elle est vivante, comment ça va se passer. C'est un texte extrêmement intéressant parce que tu sens que c'est assez fouillé au niveau historique. C'est hyper original pour moi. Je veux dire, j'avais jamais lu de fantasy aztèque, et je pense que c'est ça qui m'a apporté le truc en plus, c'est que c'est une vraie mythologie. Les dieux sont assez présents dans le texte, voilà, parce que lui, il répond du dieu de la mort et de sa femme. Voilà, ça m'a fait rire parce que je ne savais pas que c'était un couple, et ça fait penser un peu à Décès Perséphone d'une certaine manière. C'est là que tu vois que les religions sont tellement influencées les unes entre les autres. Mais surtout, on a pas mal de gens dans la cité avec des pouvoirs différents. Il y a un vrai système de magie, c'est-à-dire que lui, il combat avec son sang. Voilà, il y a vraiment une mythologie qui est mise en place. L'enquête est assez pertinente, assez intéressante, parce qu'on est un peu brinque-ballé partout. Des personnages qui sont pas forcément attachants, mais je trouve très humains parce qu'ils ont des défauts. Même le personnage principal a pas mal de défauts. C'est un peu un lâche au début, hein. Il a pas envie d'enquêter, le mec, hein. Il est en mode putain, fait chier, j'ai pas envie. Et que ça, voilà, il y a toute cette jalousie avec son frère, son rapport avec ses parents et tout. C'est un texte qui est assez sanglant et violent, parce que déjà, bon, les cultures aztèques, voilà, c'est violent de base, et surtout les manières de combattre, et on lésine pas sur la description, donc ça c'est chouette quand t'aimes un peu le côté boucherie comme moi. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que c'est un texte qui est vraiment conclusif d'une histoire, c'est-à-dire ça peut être un tome unique, bien sûr, t'as envie de lire les autres enquêtes de ce personnage-ci, mais c'est un personnage qui est complexe et attachant d'une certaine manière, et les autres aussi, même ceux qui ont commis des trucs, genre moi l'infidélité c'est un truc qui me débecte au plus profond de mon âme, j'arrive à avoir de la compréhension. Et là par exemple il y a des situations qui sont tellement tragiques et horribles, et il y a des trucs très surprenants, et voilà, il y a un côté tragique, mélodramatique que j'aime bien dans le texte. Je suis un peu quand même une convaincue, parce que La Route d'Eldorado, je peux vous dire que je l'ai poncé quand j'étais jeune, donc c'est des cultures qui m'ont toujours un peu fascinée depuis l'enfance, et je suis très contente d'avoir lu ça en plus dans un style qui se lit très bien.
et qui donne envie, parce qu'il y a vraiment une construction du world building dans ce premier tome. On sait qu'il y a plusieurs maisons, on sait qu'il y a une mythologie, et en plus il y a un personnage assez important qui est présenté, donc je pense qu'il va faire le lien avec aussi les autres textes, donc ça donne très envie de lire la suite. Memno, ça fait un très beau travail, je trouve, éditorialement, c'est très joli, et j'ai qu'une hâte, c'est que ils sortent la suite, parce que moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré de A à Z. Et le côté enquête, c'est ce que vous allez retrouver aussi avec un autre texte, mais j'ai bien aimé les polar fantasy. Voilà, cette année, c'était mon année à polar fantasy. Mais je trouve que même le système magique, la manière dont il fonctionne et tout, il a ce côté un peu irréaliste, il a ce côté un peu fantasque que j'aime bien, et c'est drôle parce que on apprend pas mal de choses sur les cultures aztèques. Alors bien sûr il y a tout le truc avec le chocolat et tout, mais sur leur manière de vivre, sur comment sont régies les sociétés. Et moi la première, ce que j'ai adoré dans ce texte-ci, c'est la place que Aliette de Bodard a fait notamment aux femmes dans le texte, parce que déjà elles sont soit hyper indépendantes, soit elles ont vraiment des caractères, elles peuvent être méchantes et développées, elles ont vraiment un rôle actif dans le texte, et par exemple les personnages les plus badass de l'univers, a priori ce sont des nanas, et même le personnage principal, il est hyper respectueux, parce qu'il est partagé entre son frère et sa belle-sœur qu'il adore, et voilà, il y a eu quand même tromperie et tout, donc il y a vraiment tout un truc où je trouve que les constructions familiales, les constructions de personnages sont vraiment bien poussées, et même le personnage principal est pas du tout un modèle viriliste de combattant, d'imaginaire, pas du tout. Le mec, c'est un prêtre qui a pas assez mangé à la cantine, et qui a des fois a des problèmes de santé, des fois il galère, et il est vraiment tiraillé en fait. Ensuite, n'ayez pas peur, parce que cette couverture risque d'effrayer les plus sensibles à la rétine. Je vous parle du Trône de Jasmin. Alors, ceci n'est pas de la romantaisie, je vous rassure, ceci est une faute éditoriale, du moins je pense qu'ils ont dû vouloir faire une référence aux saris indiens. Le problème c'est qu'actuellement ce genre de texte ça crie regardez la romance, regardez des hommes musclés et beaux avec qui on va ken pendant tout le roman. Donc voilà, moi c'est pas mon truc, il y a des gens qui cherchent regardez-moi ça, pour moi c'est un red flag en termes de livre, et j'étais pas du tout dans l'optique de l'acheter, mais Jean-Laurent Del Socorro m'a dit, l'éditrice de Léa m'a dit faut que tu le lises, c'est super bien, donc je l'ai lu et j'ai grandement apprécié ma lecture. Alors, c'est un tome 1 introductif. C'est pour ça que je vous dis que là, je parle pas que des coups de cœur, mais je parle des lectures qui m'ont vraiment convaincue. Et ce texte m'a convaincue. Du fait que je pense que cette année, ce qui m'a convaincue en lecture, c'est les univers différents. Les univers qui ne sont pas de la fantaisie européenne ou américaine, parce que j'ai besoin de ça. Genre, je pense que, arrivé un moment, j'en ai lu un peu trop là ces dernières années et que j'ai besoin de renouveler un petit peu. Donc, Tasha Suri, dans ce texte-ci, elle va aborder une fantaisie qui s'inspire de l'Inde. Après l'ère des fleurs, donc l'ère des fleurs qui s'est achevée par un bouleversement politique avec la mise en place d'une sorte de tyrannie. Un empereur, notamment le fils d'un empereur, qui lui aime bien brûler les femmes. Voilà, alors vous allez voir que ce texte va parler beaucoup de la condition féminine et dénonce beaucoup les castes et la place des femmes en Inde. Quand tu lis à travers les lignes, il brûle des femmes, voilà, et ce chic type va même vouloir que sa propre sœur brûle pour expier les péchés de je sais plus quoi. Mais elle est pas chaude pour ça. Donc elle va subir l'infamie, il va l'enfermer dans une tour qui a été le lieu d'un massacre quelques années auparavant. Parce qu'il faut savoir que la tour dans laquelle se situe donc cet univers, c'est une tour présente dans un pays qui a été colonisé et où l'on a massacré tous les manipulateurs de magie, on va dire, dans cet univers-ci. Et cette jeune fille, en fait, elle est droguée, elle est dans un état, mais c'est vraiment extrêmement triste à voir, pour la pousser au suicide. Voilà, pour la pousser au fait qu'elle doit aller brûler, comme les autres femmes. On suit une jeune fille, en fait on suit 4 personnages principaux, ouais. Mais cette jeune fille, elle est une des enfants qui a échappé au massacre de la tour dont je vous expliquais l'existence, qui est douée d'un certain système magique qui passe par les eaux, c'est-à-dire qu'il faut boire certaines eaux pour acquérir certains dons, et que ça peut être très dangereux, voilà, parce que tout le monde n'est pas capable de le faire et peut mourir, et elle fait partie des rares survivants, qui a été protégée par une autre femme, une femme un peu plus âgée, qui est une femme adulte là, qui a épousé le général en place pour sauver un peu les enfants qui ont été massacrés, dont on suit le point de vue et qui est hyper badass, et j'aime beaucoup ce personnage. Et cette jeune fille, en fait, elle va être envoyée dans cette tour pour apporter de la nourriture à la princesse, et va conclure un pacte avec elle pour renverser le royaume.
C'est une fantasy donc où il y a un petit peu de romance quand même, romance LGBT entre voilà, deux personnages, qui est plutôt intéressante et c'est un peu des ennemis tout over d'une certaine manière, c'est très romance impossible, j'aime beaucoup. C'est aussi un texte que j'ai apprécié par la construction de son univers. Au niveau des costumes, au niveau des descriptions de paysages, au niveau de l'histoire, on sent que c'est inspiré par la fantaisie indienne. Les thématiques principales qui sont les violences faites aux femmes, le système de caste, la guerre et ce genre de choses, la famine, c'est des choses qu'on assimile très bien à des questions qui sont encore présentes en Inde. Et surtout, les personnages féminins sont hyper badass, c'est bien, moi je les ai adorés, je les trouve hyper attachants. C'est une fantaisie, malgré ses couleurs, en fait c'est hyper glauque ce qui se passe. Vraiment là, on parle de violences qui sont faites, qui sont assez descriptives, et l'univers, visuellement, les descriptions, il y a un charme qui sort de la lecture qui est hyper intéressant. C'est de la mise en place, vraiment, d'univers, c'est une trilogie, il me semble. Alors, quand vous regardez les couvertures anglaises ou américaines, c'est pas du tout le même type de couverture. Et c'est une fantasy qui est très simple à lire, très divertissement quand même, avec une touche un peu à l'américaine. Hein. Tout s'enchaîne très vite, il n'y a pas une page qui est de trop. Donc voilà, ça s'enchaîne vite, c'est de la littérature divertissement. Moi j'ai été convaincue par ça, parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, et que j'ai trouvé ça rafraîchissant, par ses thèmes, par son univers, par ses constructions de personnages, par ses plot twists aussi parfois. Et il y a d'autres personnages, mais bien sûr que chaque perso va devoir lutter contre ses propres démons d'une certaine manière, et il va y avoir des bâtons dans les roues, et le méchant, le mec, mais il est immonde, parce que quand même, c'est très cruel pour pas mal de choses, mais on se retrouve avec une jeune princesse qui va pas être aidée par ses deux frères, de façon très très différente, mais je suis en mode, mais comment tu peux faire ça? Et il y a une ou deux scènes épiques qui sont très très chouettes à suivre, j'ai vraiment bien aimé, et c'est vrai que voilà, il y a une vraie tension dans le texte. Ouais, je crois que c'est Priya, son nom, à la jeune fille. Et il y a une maladie, je vous ai pas dit aussi l'essence du texte. Il y a une maladie qui ronge un peu, imaginez-vous une sorte de végétation qui vous pousse sous la peau. Et en fait, cette maladie serait liée en fait à la chute et au massacre qu'il y a eu. Donc il y a aussi le fait qu'il faut sauver le peuple. Bref. Il y a plein de choses à résoudre et c'est très dans l'action. Si vous aimez le divertissement, si une première partie est très dans le développement d'univers, ça s'enchaîne bien. C'est de la littérature en plus LGBT où je trouve qu'elle est plutôt bien écrite. Voilà, c'est pas sexualisé à fond. Voilà, il y a une vraie tension et ça fait du bien parce que les personnages féminins sont pas traités comme des personnages du nuche dans le texte. Elles sont cool quoi. Elles sont cool et ça fait plaisir de voir des persos comme ça. Et je sais pas si ce texte est traduit en Inde, je pense que Tasha, elle est quand même très engagée sur ces questions-ci, où ce sont des vrais, même si ce sont des cultures différentes des nôtres, on parle la culture indienne vis-à-vis des femmes, voilà, quand vous vous renseignez un petit peu, c'est quand même assez tragique sur pas mal de points, et tu sens en fait la colère, en fait dans le texte il y a tout un truc de la colère des femmes qui sortent, et ça fait du bien, t'es en mode, j'ai envie de tout péter quoi, mais j'ai adoré pour ça. On passe sur un truc, c'est lecture doudou. Lecture doudou, j'en ai lu, j'ai lu les 2 premiers tomes cette année. Ça fait longtemps que vous m'en parlez. Voilà. Et je vous écoute et j'ai été convaincue par l'enfant de poussière. Alors, de Patrick Desdoué, je sais jamais prononcer son nom. Mais en plus, alors pas dans celui-ci, mais je me suis fait dédicacer le tome 2 et le tome 3 aux Imaginales. L'enfant de poussière, ça a été un petit coup de cœur, mais ça marche beaucoup sur de la nostalgie. Ce texte-ci, je dois vous le dire, si vous avez aimé l'Assassin Royal, vous allez aimer ce texte-ci. C'est de la fantaisie initiatique. On retrouve beaucoup de choses, je trouve, dans ce qui fait le sel de l'Assassin Royal. Alors qu'une histoire assez différente, mais les points positifs, je trouve, qu'on a dans l'Assassin Royal, on les retrouve dans celui-ci. Vous suivez donc un enfant qui n'est pas Fitz, qui est beaucoup moins chiant. Sif. Alors le pauvre Sif, c'est un peu compliqué, mais il tient son nom du peuple qu'il représente, peuple qui a été chassé, mal jugé. C'est un orphelin qui vit avec plusieurs autres enfants au début du texte. Il y a une vieille femme qui les protège. Voilà, ils sont affamés, ils sont mal jugés, et en fait, tout va partir d'une question assez con, c'est-à-dire que lui, il va vouloir serrer la fille de son groupe, et il est très amoureux d'elle, et elle s'appelle Brindy, je crois, et en fait, il va voler pour ça, parce qu'il se rend bien compte que y a un garçon qui l'attirerait peut-être plus, donc il se dit, il faut que je lui coupe l'herbe sous le pied, que je lui offre un cadeau, et il va se faire choper, et il va se faire choper par pas n'importe qui, un homme qui a une réputation abominable. Cet homme,
a commis un crime énorme, il a fait assassiner une famille, il est très mal jugé, mais c'est un peu un des chefs de la garde de la cité. Et il va embaucher notre cher Sif comme une sorte d'espion. Et au-delà de sa vie, voilà, on va le suivre vraiment tout au long de ces années, Sif va être victime de certaines visions qui vont conduire à des catastrophes et le mec va se retrouver face à la justice parfois dans des situations de violence extrême. Ce premier tome, c'est vraiment là l'enfance de Fitz jusqu'à... quand on quitte là, il doit avoir 14-15 ans à la fin du tome 1, toute sa formation, tout ce qui fait de lui un homme, voilà, à la fin du texte. Alors, il y a des tropes qui reviennent, mais moi, le trope du maître qui va mourir et tout, je savais que ça allait finir comme ça, mais ça m'a pas empêché de ne pas avoir le cœur brisé à la fin. C'est un gamin qui a pas de chance du tout, et c'est un gamin qui est quand même attachant parce qu'il a bon fond, il a bon cœur. C'est un univers aussi qui est pas mal riche, parce que même si c'est un univers médiéval assez classique sur la base, tout ce qui est vision, créature, description, c'est assez original et il y a des peuples aussi qui sortent de l'ordinaire, notamment dans le tome 1, on a tout un peuple qui, à mon sens, se rapproche un peu des peuplades nomades de l'Asie centrale. Moi j'ai un peu vu ça, comme ça, et il y a vraiment des très bons personnages, des trahisons, du rebondissement, des années de formation, et il y a du gossip, et j'ai été emportée par ce texte parce que ça m'a rappelé tout ce que j'aimais dans la fantaisie initiatique, tout ce fait de suivre des gamins qui n'ont pas de chance et qui vont se retrouver à être sur le premier plan, on va dire, de l'univers, sans être non plus des rois ou des reines. Et le tome 2 poursuit un petit peu ça avec un Fitz plus adulte. C'est un univers qui est très développé, très détaillé, beaucoup de descriptions, beaucoup de travail sur la psychologie des personnages. C'est très lent, faut savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décrochent dès le tome 1 parce que c'est lent à se mettre en place. Mais c'est le charme aussi de cet univers-ci. C'est un univers qui, je crois, va être fini en 5 ou 6 tomes. Les 4 premiers sont sortis. Et pour avoir parlé avec l'auteur, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit énormément de la manière dont il écrit, parce qu'en fait, le récit est écrit du point de vue de ce personnage. Quand il est plus âgé, il raconte sa vie. Et donc, c'est assez intéressant la forme que ça prend. Notamment à la fin du tome 1, il y a quelque chose de terrible qui se passe, et on a des sauts dans le temps par rapport au tome 2, parce que le personnage n'est pas capable d'en parler, parce qu'il est traumatisé. Et le tome 2 était aussi très intéressant. Alors, il y a eu toute une partie au milieu qui était un peu un ventre mou, mais il y a des parties qui étaient assez palpitantes, et c'est plein de mystères en fait. C'est quand même beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Il y a des personnages qui gravitent autour, on sait pas trop, il y a des scènes très marquantes et on se dit ça va vers où. Alors, quand tu prends le regard un peu d'amateur d'imaginaire, tu sais vers où ça va et tout, mais il y a vraiment des moments où en fait je suis tellement attachée au personnage principal que j'aime bien suivre sa vie, et que je trouve que l'univers c'est un vrai univers où tu vois que c'est très grand, c'est gigantesque et qu'on va découvrir, et au-delà de ça il y a plein de questions qui sont traitées au niveau sociétal. Mais j'ai hâte, j'ai été convaincue par ça, mais parce que je suis convaincue par l'Assassin Royal. Moi, les récits initiatiques, quand c'est bien écrit, ça y va. Et que même si c'est pas mal inspiré de clichés, faut dire ce qui est, c'est ce que j'aime aussi, hein. Voilà, je lis de la fantaisie à papa et parfois c'est pas forcément l'originalité que je cherche. Là en fait, comme il y a quand même pas mal de choses qui sont originales sur l'univers, sur les propositions qui sont faites, sur la diversité des peuples présentés, aussi il y a toute une complexité un peu politique, ce qui fait qu'en fait on se lasse pas du tout. Et il y a vraiment des mystères qui vont être résolus pour certains dans le tome 2, on est en mode waouh, et la fin du tome 2, t'es en mode... Il nous fait une belle ovesse, là. Il prend des décisions un peu particulières. Et c'est pareil. Lui aussi, il prend des décisions. T'es en mode, mon gars, qu'est-ce que tu fous là ? Mais j'ai hâte, parce qu'en plus, c'est un texte qui voyage beaucoup. Notamment à partir de son tome 2. Donc voilà, si vous aimez les aventures de voyage, la fantaisie un peu classique, c'est ce genre de texte dans lequel vous allez vous plaire, je pense. Et il y a une véritable plume. C'est-à-dire que c'est écrit en français, on sent que c'est pas une plume traduite, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est riche, c'est fluide, c'est assez beau à lire, donc je vous le conseille pour ça. Présenter une petite nouvelle, parce que comme j'ai galéré à trouver des textes à vous présenter, une petite nouvelle qui est donc du Bélial dans sa collection Une heure lumière, le dernier des aînés d'Adrian Tchaïkovski. C'est un texte qui est de la fantaisie scientifique,
fantasy SF. En fait, c'est un univers un peu particulier. Vous suivez une jeune fille dont le royaume, c'est une princesse, est en perdition. Et elle va s'adresser à l'aîné, cette sorte de magicien en haut de sa montagne, pour les aider. Sauf que le magicien en place n'est pas du tout un magicien. C'est un homme évolué, si je peux me permettre, je sais pas si on peut dire homme évolué, mais un homme du futur, voilà, qui colonise cette planète depuis très longtemps pour faire du renseignement sociologique, voilà, il étudie, il est naturaliste. Et il doit jamais se mêler de ce qui se passe. Et sauf que par un concours de circonstances, il va se mêler de ce qui se passe et ça va bouleverser le monde. C'est deux visions, une vision fantasy et une vision scientifique d'une même histoire. C'est assez intéressant. Vraiment, le mélange est très bien fait, l'histoire est très intéressante pour ça. La plume est très belle, c'est très touchant et en fait j'étais prise à revers par ce parti pris parce que je m'y attendais pas forcément. Et ces deux visions en fait du monde, vision passée, vision future, question éthique, voilà, et même nous par rapport à nous humains, par rapport à ce qu'on a comme vision, parce que lui il considère ces gens-là quasiment comme des animaux parce qu'ils sont beaucoup moins évolués que lui et il va remettre beaucoup de choses en cause pour ça parce qu'il se dit, il y a toute la question de l'éthique de est-ce qu'il doit intervenir et fausser ses résultats scientifiques ou est-ce que il peut aider à sauver une population qui est en train de crever et que s'il fait rien ils vont mourir et c'est tous ces enjeux là et le personnage principal est hyper intéressant, j'aime beaucoup et il y a de la technologie, c'est à dire que lui se bat aussi, ce qu'il voit comme de la magie en fait c'est de la technologie, donc c'est assez intéressant, je vous laisse découvrir, ça fait une 150 pages, mais très convaincue par ce texte-ci. Et vraiment, si vous avez envie de lire des nouvelles, c'est très sympa à découvrir. Et ça a été la meilleure que j'ai lue de 1 heure lumière pour l'instant. Alors ensuite, je vous ai pris une petite duologie. Je vous pose ça là. Le tome 1 et le tome 2 de Robert Bennett Jackson. Et c'est très drôle parce que j'ai lu un autre texte de Robert Bennett Jackson que j'ai pas apprécié et que tout le monde aime, Les Maîtres Lumineurs. Moi j'ai préféré cette série-ci. C'est La Cité des Marches, la cité des Lames, voilà pour le deuxième tome. Je vais surtout vous parler de La Cité des Marches. C'est un texte de fantasy quasiment policière où vous êtes dans une cité qui a été colonisée par une autre cité, qui est régie par des lois assez cruelles du fait que la religion est interdite, par exemple. Et on suit une jeune diplomate en place qui va être envoyée à la suite de la disparition d'un diplomate, il me semble, important dans cette région colonisée. Et elle va enquêter à travers une aventure palpitante qui l'amène à redécouvrir un homme qu'elle a aimé quand elle était plus jeune, qu'elle a connu quand elle était plus jeune, qui vient d'un autre pays aussi avec d'autres mœurs. Et dans cette cité, a priori, les dieux ne sont pas forcément morts et ça va amener de gros problèmes. C'est une sorte de policier fantasy avec un univers très développé, très sympa, parce que ça aborde des questions comme la colonisation, comme la diplomatie. On a aussi pas mal de choses sur une construction en puzzle, parce qu'en fait, les personnages se connaissent, nous, on connaît pas leur passé, et en fait, on va découvrir pas mal de choses. C'est hyper triste à des moments, ça m'a brisé le cœur à des moments. Je trouve que la romance, si on peut appeler ça une romance dans le texte, est une des plus belles que j'ai lues cette année. Voilà, je trouve qu'elle est tragique, magnifique et tellement réaliste sur certains points, sur les difficultés parfois, et la fin est explosive, si je peux me permettre. Il y a ce côté vraiment enquête, parce qu'elle prend des notes, elle cherche cet homme, et c'est un personnage, c'est une petite jeune femme, mais avec des petites lunettes, qui paye pas de mine, mais je peux te dire qu'il faut pas la faire chier, elle a un caractère très très bien trempé, qui est accompagné par son garde du corps, qui est un homme nordique, qui lui-même a une histoire compliquée, voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est un imaginaire qui est pas forcément la médiévale, hein, on est plus, à mon sens, sur l'époque industrialisée. Et dans ce tome 2, vous êtes avec la Cité des Lames, un des personnages qui sont présents dans celui-ci, et je vais pas trop vous spoiler pour pas vous spoiler le tome 1, mais une des générales qui était présente dans le tome 1, ici, va être envoyée, elle, sur l'île de la déesse de la guerre. Et parce qu'il y a eu aussi une disparition, mais surtout il y a des massacres terribles qui se passent, et ça va mal se passer. Voilà, ça va mal se passer. Moi, j'ai adoré le côté policier du tome 1. J'avais jamais vraiment lu un truc où on suit l'enquête à travers le personnage qui prend vraiment des conclusions en faisant des hypothèses. Un univers qui est aussi très riche sur sa construction psychologique. Les personnages sont pas trop clichés, je trouve, et parfois vont au contraire de ce qu'on attend d'eux en termes de personnalité.
Il y a beaucoup de retournements, des choses très tragiques. La fin est terrible. La fin est terrible et en même temps ça pose beaucoup de questions vis-à-vis de la religion. Parce que voilà, dans ce thème-ci, c'est vraiment une cité qui est privée de religion. Le deuxième tome, c'est une cité où on parle beaucoup de colonialisme, plutôt. Voilà, on est plutôt orienté là-dessus, sur l'implication de l'armée dans des pays qui ne souhaitent pas forcément l'armée sur leur terre. Et voilà, donc c'est des thématiques fortes, c'est des personnages forts. Après, c'est pas une fantaisie hyper compliquée à suivre en termes de policier, voilà, ça se suit très très bien, mais c'est hyper palpitant, très à l'américaine, ça se lit très vite, voilà, ça enchaîne pas mal, et j'attends le troisième tome avec grande impatience, mais moi j'étais très convaincue par cet univers-ci, et je vous le conseille si vous aimez un petit peu ces univers assez bourrins, parce que c'est violent, voilà, je vous préviens, il y a pas mal de trucs épiques, sanglants, et à chaque fois, ça finit en découpage, et c'est titanesque. Il y a tout un côté dieu que j'aime bien, parce qu'il y a vraiment un côté, ce qu'on trouve un peu chez John Gwynne avec sa série nordique, de monstrueux, de titanesque, t'es en mode, j'ai peur, j'ai peur. Et ensuite, et enfin, là ça a été une très très bonne lecture, j'ai adoré, parce qu'en fait je savais pas trop de quoi ça allait parler, j'y suis partie parce que je suis ce que sort l'auteur, et que voilà, j'étais partie un peu comme ça en me disant bon c'est une enquête, et pas vraiment, parce que c'est un mélange d'historique, un petit côté policier et surtout d'horrifique. C'est Lune bleue sur Babylone, de Michael McDowell, donc la dernière sortie de la collection McDowell chez Toussaint Louverture. Et comment vous dire que j'ai pris une claque, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Premièrement, j'ai apprécié le texte parce qu'on a une construction du policier que j'aime plutôt bien, c'est-à-dire qu'on va suivre la victime. Dès le début, on sait qu'on suit la jeune fille, on sait comment elle est assassinée. Donc ça se passe à côté de Perdido, le fleuve qui est dans Blackwater. On est donc à Babylone, en Floride, en 1980. On est vraiment dans cet univers un peu américain de l'époque, et on suit cette jeune fille qui est une jeune fille très innocente qui a 14 ans, qui prend son vélo pour retourner chez sa grand-mère. Sa grand-mère a une petite ferme pour des groseilles ou des framboisiers, et son frère gère la ferme depuis la mort de leurs parents sur le fleuve à côté de chez eux. Et cette jeune fille, elle va être attaquée, elle va être violentée, et elle va être jetée à l'eau avec son vélo, et on va retrouver son corps. Et toute sa famille va faire tout ce qu'ils peuvent pour retrouver son corps, sachant que la police les aide pas trop. Et c'est toute une ambiance de huis clos dans la ville d'une certaine manière, parce que on a plusieurs personnages, on va suivre aussi le meurtrier dans le texte, et on voit comment ça se dégoupille, pourquoi, du comment, et comment ça se démêle. C'est un texte assez sans concession. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a un côté horrifique avec une créature dans le texte que j'aime beaucoup. Je vais pas vous en dire plus, mais qui a une aura, une espèce de... ça a ce côté comme dans Blackwater avec la créature que vous suivez, il y a ce côté assez malaisant et assez réjouissant, c'est très cruel. Alors c'est cruel sur beaucoup de points vis-à-vis du destin des personnages, c'est un truc où tu t'attends pas forcément, il y a pas de gens, et les gentils sont pas sauvés. C'est très cruel, c'est très violent, ça parle vraiment de la réalité de l'Amérique dans tout ce qui est le plus dégueulasse, c'est-à-dire le capitalisme à outrance et la manipulation et tout. C'est assez... particulier, parce que la ville paraît très sympathique au début, en fait tu apprends au fur et à mesure des choses, voilà le truc, et il y a ce jeu avec les visions, avec la réalité, le flou, et t'as envie de rentrer dans le livre et de punir le meurtrier dans le texte, parce que c'est tellement injuste, et vraiment j'ai été très convaincue, notamment par le côté horrifique, par les constructions de personnages qui sont très touchantes, et ce côté dénonciation aussi, et je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va spoiler, ça dénonce des choses très importantes, et des choses qui ont été couvertes pendant très longtemps, et je trouve que le texte est pertinent là-dessus, et la créature est... Voilà, faut la lire pour la découvrir, mais j'adore ce genre de truc, et c'est vrai que j'en lis pas beaucoup en littérature, et j'ai bien aimé ça, c'est un vrai livre à ambiance, et que je vous laisse découvrir, qui se lit vraiment d'une traite. Je l'ai lu d'une traite, moi j'ai pas pu décrocher, et je suis très convaincue, et ça m'a retourné l'estomac, je voulais toujours lire plus, parce qu'en fait c'est page turner, t'as envie de découvrir les choses, c'est écrit de façon très simple, mais la cruauté elle est tellement horrible que t'as envie de savoir si les coupables vont être jugés à la fin ou pas, et ça dénonce beaucoup de choses, vraiment du système américain, voilà, il y a vraiment une lecture assez critique de ça. Et enfin,
mon coup de cœur de l'année, si je puis me permettre. Vous attendiez, je suis sûre que vous êtes là en me disant, mais elle a pas encore présenté ce livre. Je suis obligée de vous parler de Titus. Titus, je l'ai lu au début de l'année, donc c'est de Mervyn Peake, et ça a été une découverte et une claque dans mon visage assez violente, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que avant de parler de Titus, il faut parler de Mervyn Peake, parce que Mervyn Peake, c'est un personnage assez important. Titus d'Enfer, c'est un texte qui est très lu en Angleterre et aux États-Unis, qui n'a pas été trop lu chez nous. Et Mervyn Peake, c'est une des premières personnes qui a eu le malheur de rentrer dans les camps pendant la guerre et à la libération pour faire des photos. Et malheureusement pour lui, ça l'a marqué, et c'est une personne qui a eu une vie terrible la fin de sa vie. C'est une œuvre inachevée en 3 tomes, voilà. Le tome 3, c'est une sorte de brouillon un peu d'un tome 3, parce qu'il n'était plus capable de d'écrire, mais même si c'est inachevé, il faut que vous lisiez Titus, parce que c'est extraordinaire, de par sa plume, de par son univers, et du fait que je ne peux rien comparer à Titus. Je n'ai jamais lu un truc comme Titus d'Enfer. C'est l'histoire donc du jeune Titus qui va naître dans le château de Gormenstadt, qui a des yeux particuliers, une sœur qui s'appelle Pétunia, Pétunia, elle est exubérante et en même temps elle est dépressive, elle est dans sa tour, un enfant très particulier, un portrait de personnage féminin très particulier, et pour l'époque, parce que bon, c'est sorti quand même il y a quelques années, totalement en marge par rapport à ce qu'on pouvait lire sur les personnages féminins, et qui a une mère qui s'enferme avec ses centaines de chats, et un père qui ne quitte pas la bibliothèque et qui est considéré un peu comme une sorte de lunatique dans le texte. Et bah il vient au monde, et sa venue au monde va bouleverser les choses, parce que bah déjà l'héritier est arrivé, et que un jeune homme va vouloir monter socialement, quitte à écraser tout sur son passage. Je vais pas vous en dire plus. Titus d'Enfer, c'est très difficile d'en parler à mon sens, parce que le tome 1 et le tome 2 sont assez différents. Le tome 1 est de la mise en place d'univers, de la découverte, une espèce de truc fantasque, et que ce soit les tenues, les comportements des personnages, c'est un château, les pièces s'entremêlent, ça rien n'a de sens. Il y a un petit côté, je trouve, Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment glauque et pour les adultes dans ce texte-ci. Une psychologie des personnages qui est hyper intéressante, voilà, et une esthétique que j'ai rarement lue. Voilà, la façon dont c'est écrit, c'est magnifique. Il y a un côté très truculent anglais, il y a beaucoup de jeux de mots, notamment sur les noms, voilà, c'est très moqueur, il y a un truc un peu comme ça, et en même temps adulte. Et le tome 2 est d'une violence assez horrible, voilà, il y a un peu deux choses qui se passent, et ça m'a mis les larmes, ça m'a fendu le cœur, c'est terrible, et en même temps, c'est la vie de ce jeune Titus dans les 2 premiers tomes, de son enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Et tome 3 aborde son âge adulte. Et c'est un texte qui pose énormément de questions de société, c'est un texte qui est un texte à énigmes, vous n'allez pas avoir les réponses à tout, c'est un texte qui est d'une cruauté assez abominable, voilà, derrière le truc un peu coloré parfois, même si les murs sont blancs, mais voilà, les chats sont blancs, les vêtements et tout, même s'il y a un truc très exubérant, il y a une violence telle dans certaines actions que c'est hyper angoissant. Il y a des personnages, on ne sait pas comment les prendre, de quelle manière, on est déchirés par leur façon d'agir, et c'est un récit à mystère, c'est un récit en fait. Titus, je veux que vous le lisiez pour que vous découvriez, parce que il y a des gens qui accrochent pas, voilà, ça peut, il y a des gens qui accrochent pas, et ça je peux le comprendre, mais c'est un texte, il y a beaucoup de gens qui me font des retours en me disant mais putain quelle claque, j'ai jamais lu un truc comme ça, quoi. Et pour des lecteurs peut-être comme vous et moi, qui lisons quand même beaucoup, c'est bien de lire des trucs qui sont totalement dépaysants. Et c'est un texte qui a vachement marqué pas mal d'auteurs pendant leur enfance, les auteurs, on va dire, des années 60, 70, 80. Et c'est un texte, je pense, qui me marquera très longtemps, et qui a changé mon rapport à la lecture d'une certaine manière, parce que voilà, j'ai été vraiment emportée par le style, vraiment il y avait tout qui était bien, et surtout c'est un texte où je me dis mais putain qu'est-ce que j'aurais voulu écrire un chef-d'œuvre comme ça dans ma vie, tu vois, c'est assez rare que je pense ça, mais là vraiment je trouve que c'est un texte qui est admirable pour son écriture, pour son contexte, tout est intéressant. Et il y a une adaptation qu'il faut que je regarde avec Christopher Lee, parce qu'en Angleterre c'est quand même un classique, et j'aimerais tellement qu'il réadapte un truc un peu moderne et
parce que c'est très visuel Titus d'Enfer. Je vous conseille vraiment de vivre cette expérience qui rappelle un côté fantasy dans les 2 premiers tomes, et le 3e tome, vous verrez qu'il y a un côté même un peu steampunk. Voilà, c'est très en avant, je trouve, sur son temps, et pour les amateurs d'humour anglais, pour les amateurs de belles langues, pour les amateurs de sarcasme, il y a beaucoup de choses qui sont très moqueuses et très satiriques dans le texte, c'est hyper plaisant à lire. Voilà, vraiment, c'est hyper agréable, et j'adore le travail de Bourgois sur ses couvertures, j'aime beaucoup le truc un peu moderne et ancien, et c'est un univers que je vous conseille absolument. Moi, ça m'a marqué, et je peux vous dire que la lecture du tome 3, alors le tome 3 est bien moins bon, malheureusement, parce que c'est un brouillon, et qu'on sent la folie de l'auteur, et qui se perd et tout, mais pour moi, c'est vraiment une perte dans la littérature, du genre, des auteurs comme ça, je pense que avec Bottero, c'est un peu des auteurs où je me dis, putain, on a perdu tellement à leur décès, tu vois. Vraiment, si c'est une saga qui aurait continué de la même qualité, c'est un texte qui serait de la hauteur du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, ou dans la culture, c'est sûr et certain. Moi, je suis persuadée de ça. C'est le côté inachevé, je pense, et le côté... c'est très particulier. C'est beaucoup moins commercial qu'un Harry Potter, par exemple, mais... Putain, la claque, la claque, et j'y pense souvent. Et moi, par exemple, le personnage de Pétunia, je crois que elle s'appelle Pétunia, mais c'est peut-être pas Pétunia son nom. La sœur, la jeune fille qui a 15 ans au début du texte, je l'ai trouvée mais touchante, et les personnages sont ridicules. Parfois, tu te marres parce qu'ils ont des comportements et ils sont emportés, et des fois tu pleures, et c'est... En fait, ça te fait passer par des émotions, et il y a plein de choses, plein de mystères. C'est pas un livre qui est très commercial pour ça, c'est un livre qui est d'un aspect littéraire, je trouve, assez important, et qui devrait être plus étudié, parce qu'il y a beaucoup de clés de lecture, il y a beaucoup de messages sous-jacents, tu sais, des messages un peu cachés et tout, et c'est un plaisir à lire, et je pense que c'est un texte qu'on peut relire à plusieurs moments dans sa vie, on n'aurait pas les mêmes lectures pour le coup. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous avez aimé cette année, de me faire votre top à vous, comme ça je prends des notes pour l'année prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y a le bilan. C'est un peu un complément de cette vidéo-ci, pour voir un petit peu, faire le point et voir ce que je vais lire l'année prochaine, et sur ce que j'ai avancé. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.